Avez-vous déjà remarqué comment écrire peut parfois faire plus de bien que parler? Mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur, déposer ses pensées quelque part, sans filtre, sans jugement. Bienvenue dans l'art de se sentir bien, un laboratoire d'écoute et de partage pour découvrir comment et pourquoi la culture nous fait du bien. Comment agit-elle concrètement sur notre bien-être psychologique et même physique? Mon nom, c'est Anaïssa Moros, je suis journaliste et diplômée de l'Université de Montréal. C'est ici que j'ai découvert la radio au micro de CISM en animant l'émission Quartier Libre où la culture occupait déjà une place centrale. Aujourd'hui, je poursuis cet amour de la radio et de la culture avec cette série de balados pour réfléchir ensemble à un sujet essentiel, le lien entre culture et bien-être. Dans chaque épisode, je vous invite à tendre l'oreille vers des histoires, des voix et des idées qui tissent des liens ici même sur le campus. Dans cet épisode, on s'intéresse au pouvoir de l'écriture comme outil de bien-être. Du journal intime à la lettre de gratitude, en passant par l'écriture créative. Comment cette simple activité peut aider à mieux comprendre ses émotions, réduire le stress et même traverser des périodes difficiles. Pour en parler, j'ai rencontré des spécialistes et des personnes qui utilisent l'écriture comme exutoire. Quand on vit une émotion forte, notre cerveau peut avoir tendance à tourner en boucle, à ruminer. Et écrire permet de ralentir ce mouvement, de structurer ce qui est diffus. Selon plusieurs recherches en psychologie, écrire sur ses émotions aide à diminuer le stress, à mieux comprendre ce que l'on vit et à prendre de la distance par rapport à des événements difficiles. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on écrit, j'ai échangé avec la neuropsychologue au Centre étudiant de soutien à la réussite, Anne-Laure Massé. Qu'est-ce qui se passe donc dans notre cerveau d'un point de vue cognitif lorsqu'on écrit ses pensées et ses émotions? Quand on écrit nos pensées comme un journal intime, donc le fait d'écrire, ce qu'on a vécu, de, mettre en mots nos émotions, ce qu'on a ressenti, on crée un récit organisé sur un ensemble de choses qui sont passées et qui permet finalement de libérer, d'extérioriser un peu ces ressentis qui peuvent être désagréables et le fait d'extérioriser ça sur papier peut nous aider à diminuer l'émotion négative, le fait de le sortir, de le poser sur papier. Ça a été comme documenté que ça peut améliorer la santé psychologique, le fait d'écrire, notamment des événements qui ont été plus difficiles et qui nous accompagnent et qui peuvent se réactiver dans la journée. Le fait de les poser par écrit, ça peut nous aider à nous en libérer et ça peut aider à s'en détacher. Quand on parle plus d'événements traumatiques, ça va être vraiment utile d'explorer ces aspects-là dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique. Parce que des fois, le fait de l'écrire, ça peut augmenter temporairement la détresse, parce qu'on le réactive. Donc ça peut être intéressant d'être accompagné durant ces moments-là. L'écriture agit donc comme un espace sécuritaire où on peut tout y déposer, sans avoir à performer ni à être cohérent. Et ce simple geste peut avoir un impact réel sur sa santé psychologique. J'ai également échangé avec la docteure Myriam Tahiri Hassani, psychologue clinicienne au Centre de soutien et de consultation psychologique au sujet de l'écriture. Elle m'a amenée sur un point intéressant. La littérature a montré que les gens vont écrire la plupart du temps, puis on le voit bien avec nos chanteurs, les meilleurs tubes sont les textes qui sont écrits autour d'une expérience chargée émotionnellement et lourdement. Donc la littérature a montré que les gens vont écrire habituellement sur une expérience qu'ils ont vécue au contact d'une situation de vie souffrante. La littérature, elle a montré que les gens vont avoir tendance à écrire pour exprimer des affects qui ont été générés au contact de situations de vie qui ont été chargées émotivement, auxquelles se greffent des sentiments gardés secrets. Quand tu parles de sentiments secrets, qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah, ça peut aller de la culpabilité à la honte, au dégoût. C'est vraiment toutes ces émotions négatives qui sont générées par des situations qui sont jugées socialement indésirables. En fait, ce qui se passe, c'est que ces émotions qui ont été gardées secrètes, parce qu'on ne peut pas les dévoiler, parce que si on les dévoile, il va falloir les, euh, les contextualiser. Or, les contextualiser reviendrait à dire aborder la situation de vie en question, qui peut être jugée négativement. Puis les gens ne sont pas toujours prêts à recevoir le jugement négatif. C'est trop confrontant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à travers l'écriture, ils vont déposer ces émotions-là, mais pas seulement. Ils vont les contextualiser. Ils vont faire sens à leur expérience. Ils vont se pardonner. Ils vont être gentils avec eux-mêmes. Ils vont être indulgents avec eux-mêmes. Puis finalement, à la fin de leur récit, ils sont capables de se dire « Ok, je comprends mieux ce que je vis, puis c'est assumé. » Donc, ce qui se passe, c'est que l'écriture, sur un plan scientifique, a été démontrée comme étant une action à poser qui permet justement de réduire le stress, l'anxiété et la détresse d'une personne. On écrit très souvent à partir d'expériences de vie difficiles, surtout quand elles font naître des émotions qu'on garde secrètes, parce qu'elles peuvent être honteuses, ces émotions. Et le fait de les mettre par écrit permet de les sortir, de les comprendre, de leur donner du sens et d'apaiser le stress et la détresse qu'elles peuvent créer. Mais on n'est pas obligé de passer par des expériences traumatiques ou des émotions honteuses pour écrire. Au contraire, l'écriture peut célébrer les petites choses qui nous procurent plutôt des émotions positives, comme la joie. Vous me voyez venir. Oui, je vais vous parler de gratitude. J'en ai discuté avec Lionel Cailleul, psychiatre, psychothérapeute et professeur agrégé au département de psychiatrie et d'addictologie, qui utilise régulièrement l'écriture dans sa pratique. Tous les jours, j'écris 2-3 phrases sur qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui m'a plu, euh, sur quoi je vais être reconnaissant aujourd'hui, qu'est-ce que ma journée m'a amené, qu'est-ce que les autres m'ont amené, qu'est-ce que je me suis amené à moi-même, et de prendre cette attention-là à tous les jours, 2-3 phrases, eh bien, ça va avoir un effet très positif sur notre humeur. Et puis même, au bout d'un an, là, quand vous aurez écrit tous les jours et que vous regardez à quoi votre vie, qu'est-ce que vous avez traversé dans l'année, waouh, vous vous rendez compte que vous avez traversé plein de choses positives. Oui, vous avez des choses difficiles, oui, il y a plein de choses, mais si vous prêtez attention à ce qui vous alimente, qui vous rend meilleur, ben, ça va améliorer votre cerveau. Et je vous avoue, moi aussi j'ai essayé cette pratique. Au bout de 1 mois, lorsque j'ai relu mes gratitudes, mon attention s'est portée sur ce qui s'était passé de chouette dans mes journées, alors que mon esprit glisserait plutôt facilement vers ce que j'ai raté ou manqué. C'est un sentiment très agréable que de faire une rétrospective des petites choses cool du quotidien qui nous procurent de la joie. Et je vous rassure, hein, c'était aussi simple que miam, j'ai mangé un pot-au-feu ou marche agréable dans la neige ou encore mon amoureux a été patient avec moi alors que j'étais frustrée de ma journée. Merci. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est souvent les choses les plus simples d'eux-mêmes qui ont des effets insoupçonnés. Et Lionel Cailleul m'a aussi parlé d'un autre outil puissant, la lettre de gratitude. Il y a une autre technique, vous connaissez la lettre de gratitude? Non. La lettre de gratitude, moi, quand j'ai vu les études sur la lettre de gratitude, les bras me sont tombés par terre. Il y a un courant en psychologie qui s'appelle la psychologie positive qui a renversé un peu nos façons de faire. On s'est toujours intéressé à pourquoi ça va pas bien. Et donc, on focalisait nos patients. Ah, vous êtes déprimé. Ah, alors pourquoi vous allez pas bien? Et même dans les récits, on pouvait les inciter à écrire pourquoi ça va pas bien, etc. OK. Puis il y a des psychologues qui sont partis dans l'autre sens, qui ont dit, mais non de non. Pourquoi vous allez bien, vous? Qu'est-ce qui fait que vous allez bien? Et donc, ils cherchent les outils, comment ça fonctionne, les gens qui vont bien, pour pouvoir les implanter dans la vie de tout le monde. Et il y a un outil qui s'appelle la lettre de gratitude, qui est absolument extraordinaire, parce que c'est une action et ça produit des effets. On a mesuré des effets jusqu'à 6 mois. Donc, l'idée, c'est réfléchissez dans votre vie à quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose de positif pour vous, qui a vraiment été
à un moment important pour vous. Ça peut être dans votre carrière, dans votre vie personnelle, mais quelqu'un qui vous a marqué. Vous pouvez en avoir plusieurs, mais essayez de choisir quelqu'un, au moins un. Et puis, à cette personne, vous allez prendre le temps d'écrire une lettre pour lui dire merci. Merci de ce que tu as fait à tel moment pour moi. Ça a eu tel impact pour moi. C'était vraiment important que tu aies fait ça, etc. Puis, l'étape d'après, là, la gêne sociale peut embarquer, c'est vous appelez la personne et puis vous lui dites j'ai besoin de te parler. Et quand la personne vous reçoit, ben là, vous lui donnez la lettre de gratitude ou vous la lui lisez. C'est-à-dire, vous remerciez la personne les yeux dans les yeux en lui faisant de façon très formelle, avec une lettre, en lui expliquant, ce qui fait que vous êtes sûr que c'est pas merci pour la dernière fois. Non, c'est merci pour ce que tu as fait là, tu as fait ci, tu as fait ça, et pour moi, ça voulait dire ça, et ça a changé ma vie comme ça. Et ça, figurez-vous que non seulement, parce que c'est ça qui est beau dans le bien-être, c'est que ça produit du bien-être chez celui qui fait la lettre de gratitude, mais aussi c'est celui qui reçoit de la gratitude. C'est ça la beauté du bien-être et que vous retrouvez dans la culture, c'est que ça fait du bien à l'artiste et ça fait du bien à celui qui écoute. L'écriture peut aussi devenir un espace de transformation émotionnelle. C'est ce que raconte Dania Ramirez, psychologue clinicienne au Centre étudiant de soutien à la réussite. Est-ce que ça aide de relire pour faire une évolution de son état émotionnel? En fait, ce qui aide beaucoup en thérapie, c'est que quand on a le journal de bord, souvent, les clients vont nous l'envoyer. Alors, on est privilégiés, les psychologues, parce qu'on a accès des fois à des merveilleux textes qu'on dépose dans le dossier de notre client. Et quand c'est plus un journal d'observation, ça nous permet de voir l'évolution de la problématique aussi. Qu'est-ce qu'on a écrit, tu sais, dans tel état de notre vie, dans tel moment de la rupture, versus ce qu'on a écrit 1 mois plus tard, versus ce qu'on a écrit 2 mois plus tard. Alors, ça peut permettre en thérapie de revenir, de dire, mais regarde, on va relire ce moment-là. Mais regarde où tu es rendu aujourd'hui. Voici d'où tu pars, voici où tu es rendu. Donc, ça nous permet que ce soit des journaux plus d'observation. Ça peut nous servir pour voir l'évolution de quelqu'un. Par exemple, souvent, les gens vont l'écrire beaucoup dans des ruptures amoureuses. Tu sais. On est porté à vouloir, des fois, parler à l'autre, mais c'est peut-être pas toujours recommandé si on veut vraiment tourner la page. Et ce n'est pas facile, parce que même si on se laisse, tu sais, dans une relation, l'amour existe encore des fois, puis c'est difficile de vraiment mettre terme. Alors, on est porté, tu sais, à vouloir revenir vers l'autre. Mais d'écrire un texte dans ce contexte-là et de se relire 1 mois plus tard, puis que la personne te dit « Hey, les mots que j'utilisais, ils étaient durs, hein? On dirait que là, je suis plus en colère. » Tu sais. Là, j'ai passé cette étape-là. Alors ça, c'est intéressant, tu sais, de voir... Alors oui, ça peut arriver qu'on revient à des textes écrits, mais je dirais que souvent, le fait de les écrire, puis juste de les déposer à quelque part, c'est mobilisant pour la personne. Ça va donner un peu de contrôle, là. Est-ce que c'est important le contrôle dans la gestion de ces émotions difficiles? Absolument. En fait, c'est drôle, hein, le contrôle, parce qu'il y a un paradoxe dans le contrôle. En même temps, pour gérer l'anxiété, il faut sentir qu'on a du contrôle. Mais en même temps, quand on est trop dans le contrôle, on devient anxieux. Quand ma mère est décédée, je lui ai écrit un texte à son enterrement que j'ai lu pour elle, puis que j'ai lu aussi pour toutes les personnes qui l'ont connue. Et j'ai pas pleuré. J'étais tellement dans une transmission d'un message de... Puis c'était triste parce qu'évidemment, c'était ma maman qui partait. Puis en même temps, quand j'ai écrit ce texte, toutes mes émotions de tristesse ont pris comme se sont toutes transformées dans des mots. Et ça donne aussi un certain contrôle, je dirais, sur ta façon d'exprimer l'émotion, plutôt que, c'est pas que c'est pas bien pleurer, on peut pleurer aussi si on a de la peine, mais des fois, on n'a pas envie de pleurer. Des fois, on a envie juste de dire des choses. Donc, l'écriture, à ce moment-là, m'a permis de mettre des mots sur une émotion très forte, très douloureuse, mais qui est rendue comme un hommage à la personne et qui est rendue
que j'étais capable de digérer à ce moment-là. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça, qu'on observe dans la culture de moments de vie difficiles qui sont traduits. Donc oui, ça sublime vraiment toutes ces émotions-là, puis ça les traduit dans un autre langage qui est aussi perceptible par l'autre. Donc, il y a un pouvoir aussi dans le fait de donner et de savoir que l'autre reçoit cette émotion-là, parce qu'on a besoin d'être entendu. Mon grand-père était peintre, il a eu une galerie d'art et mon grand-père a fait de la guerre d'Espagne. En tout cas, il était très impliqué. Il a rencontré des peintres connus, comme Picasso. Et oui, c'était une petite tranche de vie. Ils ont été, je pense qu'ils ont été en cellule ensemble, en prison. Les peintres, par exemple, de cette époque-là, traduisaient dans leurs œuvres toute la détresse sociale qui était vécue, par exemple, dans une guerre. Tous les messages qui ne pouvaient pas être dits avec des mots, parce que des fois, dans un régime c'est très, très, très de droite, par exemple, on ne peut pas vraiment tout nommer. Donc, ça s'était nommé d'une façon tolérable et peut-être plus acceptable là, dans cette société-là de l'époque. Sur le campus, j'ai rencontré Hassan Kabalan, diplômé en droit et ancien membre de la troupe de théâtre, qui m'a confié qu'un simple exercice d'écriture lui avait offert un bienfait inattendu. Moi, le théâtre, ça a toujours été là pour moi. Ça a toujours été vraiment du positif. J'ai déjà écrit une pièce aussi, une petite pièce, et ça a été un gros exercice thérapeutique. J'ai eu un gros traumatisme dans ma vie pendant un moment, et je me souviens que j'avais fait une fois un exercice d'écriture. C'était de base que pour l'exercice d'écriture, et puis en fait, cet événement a un petit peu commencé à ressortir, et donc j'ai continué à écrire, et puis ce petit exercice d'écriture s'est un petit peu plus développé, et puis ça a fait une petite pièce. J'ai jamais pu la présenter sur scène, j'en avais joué un bout une fois pour mes auditions au TUM. Ça a été un exercice thérapeutique de fou. J'ai aussi eu la chance de m'entretenir avec Laurie Perrault, diplômée en sciences infirmières qui a fait partie de la troupe de chant et qui m'a partagé sa relation à l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours aidée à mettre sur papier le chaos dans ma tête. Donc, toutes les fois où je me sens pas bien, j'ai une boule, tu sais, les jours où ça va pas, mais tu sais pas pourquoi, j'ai découvert à un moment donné en l'essayant, puis j'ai vu que ça marchait, donc j'ai continué. J'ai écrit. J'ai juste écrit, comme pour me défouler à une amie, mais c'était juste dans mes notes de mon téléphone. Puis à un moment donné, les petites phrases se sont transformées en paragraphes, puis en gros texte, puis en vraiment gros texte. Il y a même une période de ma vie où je trouvais ça quand même vraiment plus difficile. On dirait que dans toute l'année, j'avais accumulé beaucoup de coups, beaucoup d'épreuves que je traversais avec le sourire. Donc, même mes propres parents savaient pas que je traversais quelque chose d'assez difficile. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'ils savaient pas qu'est-ce qui se passait. Puis mes parents ont toujours été capables de me lire assez bien. Donc j'ai dit, faut que je trouve un moyen de faire tomber le masque parce que là, ça va vraiment pas bien. Puis j'ai besoin qu'ils le sachent. Donc, c'était un matin au travail, je crois, où je travaillais de soir. Puis avant mon shift, j'ai juste décidé d'écrire pour me faire du bien. À la base, c'était pas quelque chose que je pensais leur envoyer du tout, là. C'était pour moi. Puis finalement, ça a fini en long texte. Puis je me suis dit, hey, je comprends pourquoi ça va pas trop bien. J'ai quand même eu pas mal de coups cette année. Ça a fait mal. J'ai perdu des proches. J'ai vécu des épreuves à l'école, des questions existentielles, beaucoup de choses très, très différentes. 2, 3 problèmes de santé par-ci, par-là, mais veux pas, plus t'accumules des coups, plus c'est difficile, même les petits coups, de te relever. Donc, j'ai tout écrit ça dans un texte, puis j'ai partagé ça à mes parents. J'ai fini par leur envoyer, puis
ils ont compris tout de suite. Moi, je faisais mes choses. J'étais dans mon shift à l'hôpital. C'est juste qu'à un moment donné, je leur ai écrit, j'ai dit là, je veux pas que vous vous inquiétez, c'est un long texte, ça va. Je voulais juste vous expliquer comment je me sens. Puis quand tu reçois un texte long comme ça, qui sonne détresse, t'as un peu peur. Mais ils ont compris tout de suite. Puis, veux pas, c'est ça les chansons un peu. Les gens, ils écrivent comment ils se sentent. Puis, ils mettent de la musique par-dessus ça. Ils font rimer les phrases qu'ils ont écrites. Puis, voilà, t'as une chanson. C'est très simplifié comme ça, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que tu écris? Oui et non. J'ai jamais écrit de chanson en soi, mais j'écris tellement comment je me sens. Quand je parle, je m'éparpille. Quand j'écris, c'est clair, net, précis. On comprend tout de suite comment je me sens, donc je sais que c'est un projet futur, écrire des chansons. Rassurez-vous, pas besoin d'être écrivain ou écrivaine pour profiter des bienfaits de l'écriture. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques gestes simples pour vous aider. Choisir un moment calme, loin des distractions. Commencez par quelques phrases seulement. Écrire sans objectif et sans se relire immédiatement. Et accepter que le texte soit imparfait. Et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire. L'important, c'est juste l'expérience, pas le résultat. À l'Université de Montréal, les ateliers culturels offrent plusieurs ateliers d'écriture, dont ceux de création littéraire animés par l'écrivaine Marie-Cécile Labrèche. Que ce soit pour explorer l'écriture créative, s'exprimer ou simplement essayer quelque chose de nouveau, ces espaces sont accessibles à toute la communauté étudiante et même au grand public. Écrire, ce n'est pas seulement raconter une histoire, c'est parfois une façon de respirer, de comprendre, de traverser. Que ce soit dans un journal intime, une lettre que personne ne lira ou un texte partagé, l'écriture peut devenir un véritable outil de bien-être. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de l'art de se sentir bien. Merci du fond du cœur à tous les spécialistes et à toutes les personnes invitées qui ont contribué à ce balado. Cette production des services à la vie étudiante a été rendue possible grâce au concours mieux-être étudiant du vice-rectorat à la réussite aux affaires étudiantes et aux études de l'université. L'enregistrement a eu lieu dans le studio Balado des bibliothèques de l'université et la composition musicale est signée Mauve Robichez, étudiante à la faculté de musique. Mon nom c'est Anaïssa Moros et j'ai été ravie de concevoir, animer et réaliser ce projet. Pour explorer davantage, l'épisode 4 consacré aux musiques qui soignent et au pouvoir du son est déjà disponible. Bonne écoute!